Dernier exemple d'application du théorème de convergence dominée, enfin on en reverra un petit peu plus tard avec les autres théorèmes, c'est que parfois l'intervalle i ne semble pas fixe, alors que dans mon théorème de convergence dominée, il faut que j'intègre des fonctions sur un intervalle i qui ne bouge pas, qui ne dépend pas de n. Bien ça, c'est une idée qu'on va pouvoir résoudre en prenant un intervalle plus grand et en utilisant ce qu'on appelle des fonctions indicatrices, c'est-à-dire des fonctions qui valent 1 sur l'intervalle qui nous intéresse et 0 ailleurs. Je donne un exemple. Si je cherche la limite quand n tend vers l'infini de l'intégrale entre 0 et n de 1 moins t sur n puissance n cosinus t dt, l'idée va être d'écrire que cette intégrale, donc, qui est a priori sur l'intervalle 0n, je vais l'écrire comme l'intégrale sur 0 plus l'infini d'une fonction fn, où fn, ça va être la fonction qui à t donne ce qui m'intéresse si t est entre 0 et n. Alors je vais ouvrir en n, dans la mesure où de toute façon ça ne va pas changer grand chose. 1 moins t sur n puissance n cosinus t si t est entre 0 et n, et 0 si t est supérieur ou égal à n. Et je vais essayer d'appliquer le théorème de convergence dominée aux intégrales sur R plus de fn. Donc la continuité par morceau, là il y a quelque chose à dire, parce que la fonction fn elle est continue sur 0n et sur n plus l'infini, mais il y a un recollement en n. Le recollement en n, en fait, si je regarde la limite à gauche ou à droite en n, alors la limite à droite c'est 0, c'est la fonction constante nulle, et quand à la limite à gauche en n, quand t tend vers n moins, le 1 moins n sur n va tendre vers 0 puissance n, donc ça va tendre vers 0. Donc en fait la fonction elle est même, fn elle est même continue sur 0 plus l'infini. Je m'interroge sur la convergence simple, je fixe un t dans R+, sauf que ce t dans R+, si n est suffisamment grand, je vais finir par avoir n qui sera strictement plus grand que t. Et donc mon fn de t à partir d'un certain rang, il vaudra juste cette formule-là. Donc si n est suffisamment grand, fn de t vaut cette quantité-là. J'ai une quantité qui dépend de n puissance quelque chose qui dépend de n, je repasse en forme exponentielle. J'ai exponentielle de n fois log de 1 moins t sur n fois cosinus t. Ce qui est dans l'exponentielle, j'ai une forme indéterminée, l'infini fois 0, que je lève en utilisant le fait que log de 1 plus u est équivalent à u quand u tend vers 0. Donc n fois log de 1 moins t sur n, qui est équivalent à n fois moins t sur n, est équivalent à moins t, donc tend vers moins t. Et par composition de limite, je suis repassé en langage limite parce que je ne peux pas composer des équivalents, et puis de toute façon ce qui m'intéresse c'est la limite, fn de t va tendre quand n tend à l'infini vers exponentielle moins t cosinus t. Donc la suite fn converge simplement vers f, où f c'est la fonction définie sur R+, qui à t donne exponentielle moins t cosinus t. L'hypothèse 3, la continuité par morceau de f, elle est vérifiée directement, la fonction f elle est en fait continue sur R+. Et ce qu'il faut maintenant c'est obtenir une domination. Pour tout t, je prétends que pour tout t dans R+, le module de fn de t est plus petit que exponentielle moins t. Pourquoi est-ce vrai ça? Parce que si t est supérieur ou égal à n, le module de fn de t vaut 0, qui est plus petit que exponentielle moins t, il n'y a pas de problème. Si t est strictement plus petit que n, le module de fn de t, c'est une exponentielle que j'ai sortie du module parce qu'elle est positive, fois le module de cosinus t. Le module de cosinus t est plus petit que 1, je la majore comme ça. Là, j'ai une quantité qui dépend toujours de n, qui est exponentielle de n fois log de 1 moins t sur n. Mais je vais utiliser l'inégalité classique, qui peut s'étudier par concavité du logarithme ou par une simple étude de fonction, qui est que pour tout u plus grand que moins 1, log de 1 plus u est inférieur ou égal à u. Donc log de 1 moins t sur n est inférieur ou égal à moins t sur n, et en multipliant par n positif, j'obtiens que n fois log de 1 moins t sur n est plus petit que moins t par croissance de la... Et puis par croissance de la fonction exponentielle, exponentielle de n fois log de 1 moins t sur n est plus petit que exponentielle moins t. Et donc j'ai majoré module de fn de t par exponentielle moins t, quantité indépendante de n, et la fonction qui a t donne exponentielle moins t est intégrable sur R+, c'est une intégrale de référence. Je peux donc appliquer le théorème de convergence dominée, qui va me dire que l'intégrale de fn sur R+, va tendre vers l'intégrale entre 0 et plus infini de exponentielle moins t cosinus t dt. Et donc, j'ai trouvé la limite c'est cette intégrale. Alors il se trouve que je vais poursuivre un petit peu, parce que cette intégrale, elle se calcule. Pourquoi? Parce que alors, il y a deux façons de faire pour calculer cette intégrale. La façon longue consiste à faire deux intégrations par partie. Soit je primitive deux fois le cosinus, et soit je dérive deux fois l'exponentielle moins t, ou soit je le fais dans l'autre sens, mais en tout cas je fais deux intégrations par partie dans le même sens, et j'obtiens un moyen de calculer l'exponentielle moins t, l'intégrale de l'exponentielle moins t cos t. La méthode la plus efficace, c'est de passer par les nombres complexes, en disant que cosinus t c'est la partie réelle de exponentielle it. Et donc j'ai l'intégrale entre 0 et plus infini de la partie réelle de exponentielle moins t, exponentielle it dt. Or, la fonction qui a t donne exponentielle moins t fois exponentielle it, est une fonction continue sur R+, dont le module vaut exponentielle de moins t, qui est l'intégrante d'une intégrale convergente. Or, il a été vu dans le grand 3 que quand vous avez une fonction à valeur complexe, telle que l'intégrale du module converge, c'est-à-dire une fonction à valeur complexe mais qui est intégrable, alors d'une part, sa partie réelle et sa partie imaginaire
sont toutes deux des fonctions intégrables, et d'autre part, la partie réelle de l'intégrale, c'est l'intégrale de la partie réelle. Ce qui me permet d'écrire que cette intégrale de partie réelle, c'est la partie réelle de l'intégrale. Or, cette intégrale-là, elle se calcule bien parce que la primitive de la fonction qui a t donne exponentielle i-1t dt, c'est 1 sur i-1 fois exponentielle i-1t. Après, entre 0 et plus l'infini, alors quand t tend vers plus l'infini, le exponentiel it, il n'a pas de limite, mais il reste borné alors que le exponentiel moins t tend vers 0. Donc il ne reste que le terme en t égale 0, donc j'ai moins 1 sur i-1 fois exponentielle i-1. Donc j'ai la partie réelle de 1 sur moins 1 sur i-1. Je multiplie en haut et en bas par le complexe conjugué, qui est moins i-1, donc j'ai moins i-1 sur i-1 fois moins i-1. Donc là j'ai 1 plus i au numérateur, et au dénominateur j'ai moins i carré, qui fait 1, plus 1, donc j'ai 2. Donc j'ai la partie réelle de 1 plus i sur 2, qui fait 1 demi. Et donc j'ai réussi à calculer cette intégrale sans faire les deux intégrations par partie. Donc l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins t cos t dt vaut 1 demi. Et ce qui me permet de justifier que l'intégrale entre 0 et n de 1 moins t sur n puissance n cosinus t dt tend, quand n tend à l'infini, vers 1 demi. Donc là, j'ai eu pas mal d'outils à utiliser pour obtenir ça. Le passage de l'intervalle 0n à l'intervalle 0 plus l'infini, l'application propre du théorème de convergence dominée où la domination a nécessité une inégalité classique log de 1 plus u plus petit que u, et le calcul de l'intégrale finale qui a fait appel aux intégrales de fonctions à valeur complexe qui sont absolument convergentes en passant la partie réelle et la partie imaginaire et utiliser le fait que qu'une primitive de la fonction qui a t donne exponentielle alpha t, c'est la fonction qui a t donne 1 sur alpha exponentielle alpha t, dès lors que alpha est un nombre complexe non nul.